Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est bon pour la santé, le MAG, votre magazine santé de Radio J. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir à nouveau le professeur Bruno Deval, gynécologue, obstétricien. Bonjour professeur Deval. Bonjour Nicolas. On va faire avec vous le point sur une région anatomique quelque peu taboue, dont la plupart de nos auditrices et auditeurs ne connaissent souvent que le nom, le périnée. Mais ni l'emplacement, ni l'utilité, alors qu'il est impliqué dans de nombreuses fonctions pourtant essentielles et qu'il est à l'origine de multiples dysfonctionnements, pathologies, agressions, mutilations qui impactent toujours et parfois très sérieusement la qualité de vie. Nous verrons en fin de magazine les problèmes posés par la transidentité, sujet, professeur Deval, qui vous tient particulièrement à cœur et pour lequel la Haute Autorité de Santé vient d'ailleurs de publier ses premières recommandations que vous nous commenterez d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est l'heure du grand entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Deval, bonjour. Bonjour Serge. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau, de faire le point avec vous sur le périnée, une région taboue, comme l'a dit Nicolas, car dédiée à deux fonctions transgressives, le contrôle de l'élimination des déchets, les urines, les selles, et la sexualité. Nous allons voir ensemble sa situation anatomique, son rôle déterminant pour la santé et la qualité de vie, les facteurs principaux de sa fragilisation, elle-même responsable de deux pathologies, l'incontinence urinaire et rectale et le prolapsus génital, et donc la nécessité de prendre le plus grand soin de son capital périnée. Nous évoquerons dans la deuxième partie du magazine les mutilations dont il peut être l'objet, et un sujet qui vous tient à cœur, Nicolas l'a dit, la transidentité. Alors, voyons, avant d'évoquer son rôle, où se situe ce périnée. Le périnée, c'est le plancher de l'organisme. C'est la convergence, comme vous l'avez dit Serge, de la continence et du plaisir. Donc, c'est un ensemble tissulaire. Des muscles ? De muscles, de peau, de tissus conjonctifs, de nerfs, de vaisseaux, qui soutient en avant la vessie, au milieu l'utérus et le tiers supérieur du vagin, et en arrière le rectum. Et chez les messieurs ? Et chez les messieurs, en avant, alors c'est de l'organe génital externe masculin, en avant le pénis, enfin la vessie également, le rectum en arrière, et il n'y a pas d'orifice chez les messieurs. Il y a juste une prostate qui est située sur le tiers médian entre le rectum et la face postérieure de la prostate. Donc qui est à la place du vagin. Hein. Donc chez les messieurs, il y a beaucoup moins de problèmes de statique pelvipérinéale, c'est-à-dire beaucoup moins de prolapsus. Il y a des prolapsus rectaux chez les messieurs constipés. Il y a des problèmes d'incontinence urinaire chez les messieurs à qui on retire la prostate. Mais la grande fréquence des troubles de la statique pelvipérinéale, c'est chez la femme. Chez la femme, pourquoi ? Parce qu'au milieu, il y a un trou, qui est le hiatus urogénital, le vagin, et que comme la nature a horreur du vide, eh bien, parfois, en fonction des facteurs de risque, eh bien, les patientes se plaignent de troubles de descente d'organes, de fuite urinaire en avant et de fuite anale en arrière. Parce qu'il maintient en fait tous les organes. Parce que ces tissus maintiennent les organes pelviens et les maintiennent normalement bien, avec des muscles qui entourent le vagin qu'il faut travailler toute sa vie. Ça, je pense qu'on en reparlera. Les facteurs de risque, ils sont parfaitement identifiés. Hein. Les facteurs de risque, c'est le fait d'accoucher par les voies naturelles, d'avoir des traumatismes obstétricaux, on en reparlera également. L'âge est un facteur de risque, la surcharge pondérale est un facteur de risque, et le fait d'enlever l'utérus, l'hystérectomie, est aussi un facteur de risque. Je pensais que vous alliez me parler du sport. Alors, le sport de haut niveau, par exemple, les patientes qui ont été vues à l'INSEP, l'INSEP c'est l'Institut national de sport, 90% des sportifs de haut niveau ont des fuites urinaires. Des patientes qui ont entre 14 et 19 ans qui n'ont pas ces facteurs de risque d'âge, de grossesse, d'accouchement, du fait de l'accumulation de la pression sur le périnée,
eh bien, elles décrivent toutes des fuites urinaires. Alors, quand on les interroge, ces judokas, ces basketteuses, ces femmes qui font du volley, les femmes qui font de l'athlétisme, elles disent « Ah non, moi, je n'ai pas de fuite ». Mais quand on leur donne un questionnaire, Carole Maître s'en occupe, puisqu'elle est en charge de l'urogynécologie des sportifs de haut niveau à l'INSEP, eh bien, plus de 90% des athlètes ont des fuites urinaires. Alors, elles s'échangent des petits trucs, pour déjà, elles vident leur vessie au moment des compétitions, ou alors elles mettent des tampons au niveau du vagin pour soutenir l'urètre, ce qui leur permet de ne pas avoir de fuite pendant les compétitions. Par exemple, les tenniswomen, elles ont quasiment toutes des fuites urinaires. Alors, il y a 2 facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est la pression qu'elles mettent sur leur périnée. La deuxième, c'est le fait que l'entraînement entraîne une hypoœstrogénie. Vous savez, il y a des aménorrhées secondaires chez la sportive de haut niveau et que ces aménorrhées secondaires conduisent à une altération tissulaire et un manque de soutien des organes pelviens. Ce que décrivent les dames au moment de la ménopause. Par exemple. Voilà, par exemple, exactement. Alors, il faut savoir que c'est assez fréquent. Hein. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec votre chapeau, dans le sens où quand vous dites que c'est tabou, non, ça ne l'est plus. On le voit en consultation, les patientes viennent directement parler. Elles en parlent entre elles. Il y a beaucoup de publicités qui sont faites dans les journaux, des journaux de grande distribution, sur les protections, sur les couches, même sur certains types de traitements. Et on en parle de plus en plus, heureusement. Alors, la fréquence, c'est quoi ? C'est 1 femme sur 4 dans la population générale. Et il faut la pondérer, cette fréquence, en fonction du nombre d'accouchements. Au-delà de 3 accouchements, ça monte à plus d'1 femme sur 2. Sur l'âge, 10%, 1 femme sur 10, de plus de 80 ans va avoir des troubles de la statie pelvienne. 9% des femmes vont avoir une incontinence anale. Vous voyez, tous ces éléments-là sont extrêmement bien documentés dans l'évidence scientifique et on surfe sur ces éléments-là pour établir un diagnostic et un traitement. La grossesse, puisque vous venez d'évoquer la grossesse, donc c'est éprouvant pour le périnée. Qu'est-ce qui est éprouvant ? C'est la grossesse en elle-même, c'est certains gestes qui sont faits au moment de l'accouchement ? Ça, c'est une très bonne question. Quand j'étais interne, par exemple, on faisait des épisiotomies à toutes les patientes qui accouchaient la première fois, les primipares, dans certains services. À Saint-Antoine, par exemple, on avait décidé de faire l'épisiotomie systématique. Pour des raisons de sécurité, parce que pour la protection du périnée. Voilà. Pour la protection du périnée. Pour la protection du nouveau-né. Pour la protection du périnée. Eh bien, ça a totalement changé, puisque l'épisiotomie est à discrétion de la patiente. C'est-à-dire qu'on demande à la... Alors, je ne fais plus d'obstétrique, bien évidemment, et je ne veux pas me faire... le médecin qui recommande des gestes aux obstétriciens, ils se lèvent pour la plupart en pleine nuit pour accoucher les patientes, et parfois quand il faut faire une épisiotomie, ils font l'épisiotomie, et tant mieux pour la patiente, et tant mieux pour le bébé, et tant mieux pour l'obstétricien. Mais une des recommandations, c'est de dire on limite au maximum les épisiotomies. Pourquoi ? Parce que ça fait mal, parce que parfois ça cicatrise pas bien, et qu'en plus, ça ne protège pas le périnée. Donc, c'est à la discrétion de la patiente. Normalement, le médecin doit demander à la patiente si elle est d'accord pour avoir une épisiotomie. Est-ce que la césarienne protège, elle La césarienne protège au 1er, 2e, mais pas au 3e. C'est-à-dire que le 3e accouchement, si vous faites une césarienne, eh bien, vous aurez un même taux d'incontinence et de prolapsus que le groupe de patientes qui est accouché par les voies naturelles. Donc, la césarienne de convenance pour protéger le périnée, on peut la faire. Chez une femme de plus de 40 ans, par exemple, qui n'a jamais accouché, elle tient à son périnée, on peut lui faire une césarienne. Les forceps, quand j'étais interne, on faisait des forceps systématiques. Les extractions instrumentales. On faisait soit des spatules de Thierry, soit des forceps de Susor, vous avez connu, les forceps de Tarnier. On n'en fait plus de forceps. On n'en fait plus parce que c'est délétère pour le périnée. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est une ventouse, c'est-à-dire c'est une technique qui permet d'aspirer le pôle céphalique de l'enfant. On sort l'enfant. Si on n'arrive pas la première fois, on essaye une deuxième fois. Et si la deuxième fois, on n'a pas réussi, eh bien, on pose des forceps à ce moment-là. C'est ça l'indication du forceps. Donc, vous voyez, les choses ont beaucoup évolué en fonction
des plaintes des patientes, des études épidémiologiques, des facteurs de risque qui ont fait l'objet de beaucoup d'évidences scientifiques. Et maintenant, on arrive à des recommandations qui permettent de protéger le périnée et de protéger la santé des femmes. Voyons maintenant, professeur Deval, un ennui fréquent, l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est 15% de la population générale, ce qui est beaucoup. Ça peut monter beaucoup Une plus. femme sur 7, donc. Ah, exactement. Il y a 2 types d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire parce que vous toussez, vous éternuez et vous avez une fuite, c'est très simple. Là, à ce moment-là, il faut éviter de tousser, d'éternuer, de faire des efforts. L'incontinence d'effort, ce qu'on appelait l'incontinence d'effort. C'est l'incontinence d'effort. Et puis l'incontinence, parce que vous ne pouvez pas vous retenir, vous êtes dans la rue et tout d'un coup, vous avez une envie pressante et là, hop, vous avez une fuite. Une fuite impérieuse. Impérieuse. C'est l'urgenturie. Donc, c'est 2 mécanismes et 2 diagnostics et 2 types de traitements, mais totalement différents. L'incontinence d'effort et l'hyperactivité, l'incontinence par urgence, réclament toutes les 2 une rééducation périnéale en première ligne de traitement. Il faut travailler son périnée. Les muscles qui entourent le vagin, il faut les travailler. Si vous les travaillez, vous pouvez les travailler sous une forme active, c'est-à-dire vous allez voir un kiné, vous allez voir une sage-femme, elle va vous montrer comment contracter le périnée, mais ça ne suffit pas une consultation, ou 10 consultations ne suffisent pas, il faut faire de l'auto-rééducation. C'est-à-dire que la patiente, chez elle, elle doit travailler son périnée. C'est très simple. Elle le travaille, elle fait une contraction de 5 secondes, elle relâche 10 secondes, et elle le fait 10 fois. Et ça suffit. Au quotidien. À partir de quel moment, professeur Deval, vous avez expliqué que l'âge intervenait, que la grossesse intervient? À partir de quand on fait cette rééducation périnéale? Dès l'entrée de la femme dans sa période d'activité génitale. C'est-à-dire que dans tous les cabinets de gynécologie, on devrait enseigner aux patientes, même celles qui n'ont pas accouché, de travailler leur périnée. Pour exemple, une femme qui est enceinte, pour protéger son périnée, pendant la grossesse, elle doit le travailler. À partir de 32 semaines, elle doit avoir 3 sessions de rééducation périnéale. Elle doit assouplir son périnée pour éviter les lésions périnéales de l'accouchement. La femme âgée, l'âge n'est pas une contrainte à la rééducation périnéale. Les femmes de plus de 70 ans, on en suit beaucoup, font de la rééducation périnéale. Et ça marche. Ça marche. Dans 7 cas sur 10, l'amélioration est conséquente et elles vont éviter la 2e ligne de traitement. Pour l'incontinence d'effort, la 2e ligne de traitement, inévitablement, c'est la chirurgie. La chirurgie, il ne faut pas la diaboliser. On a beaucoup discuté sur les bandelettes sous-urétrales. Les bandelettes sous-urétrales, elles ont, Serge, sauvé 300 000 femmes en France. C'est-à-dire que les femmes vous disent, une fois qu'on les a opérées, ma vie est transformée. Alors, bien sûr, il y a quelques complications. Vous nous aviez expliqué, je crois, ici, qu'il y avait effectivement quelques problèmes. Il y a des perforations. Il y a des problèmes, mais on ne retient que les problèmes. Bien évidemment, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. On ne retient que les problèmes. Les publications font état de plus de 90% de femmes sèches à plus de 17 ans. C'est exceptionnel, cette technique. Alors, bien sûr, on en voit des problèmes. Plus on est expert, plus on en voit. Alors, il y a des problèmes où les patientes se plaignent de douleurs, d'urgences, de récidives. Bon, à ce moment-là, il faut consulter les centres d'expertise et on fera en sorte que la patiente aille mieux. Donc, il faut que les patientes retiennent que l'incontinence à l'effort n'est pas une fatalité. Il faut que ce soit pris en charge par la rééducation périnéale, par les petits moyens, comme les sportifs de haut niveau. Pourquoi ne pas se mettre un tampon dans le vagin pour soutenir l'urètre? Oui, je suis assez frappé parce que vous n'avez pas parlé d'emblée des moyens, donc des protections, puis des médicaments. Il n'y a pas de médicaments qui sont intéressants? Pour l'incontinence d'effort, non. Non. Pour l'incontinence d'effort, non. Ça n'existe pas. On a essayé quelques médicaments, mais qui ont échoué. Donc, pour être synthétique sur l'incontinence d'effort, rééducation en première intention, petits moyens, essayer d'aller plus souvent aux toilettes, mettre un tampon lorsque la patiente va courir, parce qu'il y a des patientes qui vous disent « moi, je ne peux plus faire de semi-marathon ». Bon, on leur donne des petits moyens. C'est pas essentiel comme plainte. La plainte essentielle, c'est celle qui va mettre 3 à 4 couches par jour. Vous voyez, Serge. Donc,
Ensuite, la deuxième ligne de traitement, c'est la chirurgie. Et surtout, ne pas diaboliser la chirurgie. Parce que la chirurgie a rendu de nombreux services aux patientes. Et les patientes, une fois qu'elles sont opérées, quand elles sont opérées correctement, elles sont transformées. Le deuxième type d'incontinence, c'est l'incontinence par urgence. C'est-à-dire la patiente est dans la rue et tout d'un coup, elle a une envie pressante et elle fuit. Pourquoi ? Parce que la vessie se contracte. Alors, avant tout, il faut éliminer une infection urinaire. Il faut éliminer quelque chose qui appuie sur la vessie, ce qui diminuerait la capacité vésicale fonctionnelle et qui entraîne des fuites. Mais une fois que tout ça est éliminé, eh bien, on va donner à la patiente un calendrier mictionnel, des échelles de qualité de vie, et on va voir si effectivement il y a un nombre fréquent d'urgences, un nombre fréquent de miction, c'est-à-dire de faire pipi, et un nombre fréquent de fuites par urgence. À partir de là, on peut donner des médicaments. Il y a des médicaments qui marchent très très bien. Avec des effets secondaires ? Alors ça, vous parlez des anticholinergiques. Mais depuis, il y a une autre classe de médicaments qui est un bêta-3 adrénergique qui s'appelle le mirabegron, qui marche très très bien à 25 et 50 mg, qui donne aucun effet secondaire. Il faut juste surveiller la tension chez les patientes âgées et qui fonctionne, dont l'efficacité est réelle et dont les effets secondaires sont extrêmement réduits. Donc, on donne un traitement médical. Si le traitement médical ne fonctionne pas, eh bien, on peut associer les médicaments entre eux, toujours pour l'hyperactivité, pas l'incontinence d'effort. Donc, on associe les médicaments entre eux. Et si ça ne marche pas, on peut proposer des TENS, c'est la stimulation électrique, c'est indolore. Ça se met derrière la cheville, ça se met avec un boîtier, 20 minutes par jour. On peut regarder la télé, écouter une émission de radio, lire. Et le problème est amélioré dans un cas sur 2. Et si ça ne marche toujours pas, il y a la possibilité d'injecter de la toxine botulique dans la vessie. Mais avant d'arriver à ça, il y a plusieurs mois, plusieurs années qui s'écoulent et on suit les patientes simplement avec de la rééducation, des petits moyens, les trucs et astuces et les trucs et astuces diététiques, pardon. On n'en a pas parlé de la diététique. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui améliorent l'hyperactivité de vessie, et puis il y a des boissons qui aggravent l'hyperactivité de vessie. Par exemple, le thé et le café aggravent l'hyperactivité de vessie. Le vin blanc, le champagne aggravent l'hyperactivité de vessie. Si on prend par exemple du blanc de poulet, ça améliore l'hyperactivité de vessie. La vitamine D, la vitamine C améliorent l'activité. Donc il faut manger des agrumes quand on a une hyperactivité de vessie. Et puis donc, de façon synthétique, les règles diététiques, la rééducation, le traitement médical de première intention avec soit les anticholinergiques, mais ils donnent des effets secondaires, ou bien le mirabegron qui ne donne aucun effet secondaire, mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et puis ensuite, le traitement avec le Botox, où on va donner du Botox par voie cystoscopique. Ça se fait en ambulatoire, en consultation, en hospitalisation de jour. On fait ça à Geoffroy régulièrement. Vous nous aviez parlé lors de votre précédente visite de l'incontinence urinaire lors des rapports sexuels. J'avais été frappé par les chiffres que vous aviez donnés. Oui, c'est assez fréquent. Enfin, les femmes, alors là, pour le coup, les femmes ont du mal à en parler. Il y a 2 modes de... Elles viennent chez vous, elles en parlent. Quand elles viennent chez nous, c'est rare qu'elles l'évoquent. Oui, parce que vous nous les adressez pour incontinence. Donc, on liste les circonstances de survenue. Il y a 2 circonstances de survenue. Il y a l'incontinence à la pénétration. La patiente a la vessie pleine et elle a une insuffisance du sphincter, c'est-à-dire au niveau de l'urètre, son sphincter ne tient plus bien. À la pénétration, eh bien, elle va avoir une fuite urinaire. Vous aviez donné des chiffres de l'ordre de 80%. Enfin, c'est très, très fréquent. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Et il y a des fuites urinaires lors de l'orgasme, parce que l'orgasme va entraîner une contraction de vessie et que la contraction de vessie fait qu'il va y avoir une fuite urinaire. Donc, c'est assez fréquent. Ça altère les rapports sexuels. Le conseil qu'on peut donner dans ces cas-là aux patientes, c'est de vider leur vessie avant d'avoir un rapport sexuel.
Vous nous aviez expliqué, ça m'avait frappé, j'avais bien aimé votre formule, vous aviez parlé du stop au stop pipi. Alors, le stop pipi, il ne faut surtout pas le faire. C'est-à-dire, les patientes arrivent et disent, voilà, j'ai travaillé mon périnée et en cours de miction, je me suis arrêté. C'est le stop pipi. Il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que ça va renforcer le périnée et ça donne ce qu'on appelle des dysynergies vésico-sphinctériennes. En clair, ça donne des patientes qui, pour avoir une miction, pour faire pipi, elles vont pousser. Et ça va s'arrêter. Et elles vont repousser. Et ça va s'arrêter. Et vous dites, en fait, il faut contracter, il ne faut pas pousser, c'est ça ? Il faut rien faire. Rien faire. La vessie est un muscle autonome. La vessie est le miroir de l'âme. Donc, on laisse faire la vessie tranquillement. On a une miction et on finit sa miction tranquillement, sans modifier sa position. Et une miction, ça va être une miction en un temps, pas en 2 temps ou en 3 temps. Si c'est une miction en 2 temps, 3 temps, c'est anormal. Est-ce qu'on peut dire un mot, professeur Deval, du prolapsus génital ? Le prolapsus génital. Oui. Le prolapsus génital, c'est une descente des organes pelviens. Les organes pelviens, la vessie, l'utérus, ou le fond du vagin pour les femmes qui ont été hystérectomisées. Parfois le rectum. Et le rectum, voire le cul-de-sac de Douglas, qui est le sac péritonéal qui se situe entre la face postérieure de l'utérus et la face antérieure du rectum. Donc, tous ces éléments-là peuvent se prolaber. C'est quoi un prolapsus ? C'est lorsque ces éléments-là arrivent au reliquat hyménéo. C'est-à-dire que la patiente voit, pendant sa toilette, quelque chose sortir. Et ça les panique complètement. Donc, pas de panique. Surtout pas de panique. Il y a Alors, si elles sont gênées, il faut les prendre en charge. Le traitement, c'est une première ligne de traitement où on fait de la rééducation périnéale. La rééducation périnéale améliore les résultats fonctionnels après la chirurgie d'un prolapsus génito-urinaire. Il faut toujours la faire. On peut mettre un PCR. Il y a 2 types de PCR, les PCR en cube et les PCR en anneau. On continue à les mettre. Ah oui, bien sûr. Les PCR en cube, c'est les PCR qu'on met, qu'on ne change pas, c'est-à-dire on installe le PCR et on le laisse en place. Et le PCR en anneau, c'est comme un tampon, c'est-à-dire la patiente va le mettre et va le retirer à façon. C'est-à-dire quand elle sort, elle le met et quand elle le soir, quand elle se couche, elle le retire. Voilà. De la rééducation, mais pas du sport de haut niveau. Voilà, exactement. Fin de la première partie. Fin de la première partie, on va continuer en deuxième partie de parler de cette très jolie chaîne montagneuse qui sépare la France de l'Espagne, les Pyrénées orientales. Peut-être qu'il y aura les Pyrénées atlantiques avec le professeur Bruno Deval, on ne sait pas, on ne sait jamais, on va faire un peu de géographie et on parlera plus sérieusement d'excision dans la deuxième partie et puis de la transidentité. À tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et on continue dans cette deuxième partie de faire le point sur le périnée féminin en compagnie du professeur Bruno Deval. Il y a bien sûr quelque chose d'absolument terrible, ce sont les mutilations génitales faites aux femmes. Alors, est-ce qu'en France, nous sommes un peu protégés de ça ? On sait que ça se déroule déjà pas mal en Afrique. On va en parler dans quelques instants. Vous allez peut-être nous raconter même les chiffres ou les commenter. L'UNICEF évoque en 2018 200 millions de femmes mutilées. Ça fait toutes les 6 minutes. Ouais, c'est vrai. C'est malheureusement vrai. Est-ce qu'en France... Non, en France, elles sont protégées. On n'a pas le droit. C'est pénalement répréhensible. On n'a pas le droit de mutiler. Ce qui veut dire qu'en Afrique... C'est-à-dire que l'exciseuse... Alors, il faut bien expliquer ce qu'est la mutilation. Allez-y, on est là pour ça. La mutilation, c'est... si on prend la classification de l'OMS, c'est 4 types. Le premier type, c'est on coupe le capuchon clitoridien et on coupe le clitoris. Ça, c'est le type 1. Le type 2, on coupe le clitoris et le capuchon clitoridien, on coupe les petites lèvres. Type 2. Le type 3, c'est on coupe le capuchon clitoridien, on coupe les petites lèvres, on coupe les grandes lèvres et on suture les petites lèvres. Ça s'appelle l'infibulation. Il n'y a plus de hiatus urogénital. Il n'y a plus.
C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle urine, elle urine dans un conduit et ça sort par derrière. Et puis le type 4, c'est toutes les traumatismes périnéaux qui ne sont pas accidentels, hein, qui sont meurtriers. Par exemple, au nord du Congo, les femmes sont mutilées par agression avec des machettes au niveau des périnées. Donc c'est totalement c'est inhumain. Donc où est-ce que ça se passe ? Ça se passe dans la Corne de l'Afrique, plutôt à l'ouest, et ça se passe en Égypte, mais ça se passe dans des tribus où la femme doit être mutilée pour être acceptée. Pour être acceptée par rapport à des croyances. Ça n'a aucun rapport avec la religion, quoique, mais c'est une coutume tribale où la femme, pour être acceptée, doit être mutilée. Voilà. Alors, il y a les jeunes filles d'origine africaine, d'origine égyptienne, d'origine du Moyen-Orient. Érythrée, Somalie. Voilà, mais c'est surtout la Corne de l'Afrique qui vivent en France et qui, pendant leurs vacances, sont envoyés au pays et sont mutilés de force. Ça, c'est pénalement répréhensible. Ça ne doit plus se produire. Et ces jeunes filles, si elles ont des altérations de quoi que ce soit, de leur fonction urinaire, de leur fonction sexuelle, de leur fonction digestive, peuvent, 30 ans après la mutilation, à moins de 30 ans, peuvent porter plainte, déposer plainte auprès de leurs parents ou auprès de l'exciseuse. Donc, je pense qu'il doit y avoir peu de plaintes. Il y a peu de plaintes parce que maintenant, il y a peu de plaintes parce qu'il y a la pression familiale, bien évidemment. Mais il faut que les femmes parisiennes sachent qu'il y a 2 centres. L'un est à Montreuil avec Sarah Abramovic, qui prend en charge les femmes mutilées pour les réparer, et l'autre avec Serge Boutan à Saint-Denis, qui prend en charge également les femmes mutilées. La prise en charge, c'est pas simplement une prise en charge chirurgicale. Hein. La prise en charge, c'est un sexologue, une psychologue, des infirmières. Donc, ça doit faire l'objet de ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, où le médecin présente le dossier, et puis la femme est prise en charge dans une unité multidisciplinaire. Comme les réunions de cancérologie. Exactement. Mais ça, c'est très important, Serge. C'est très important. Il ne faut pas considérer que le geste chirurgical est l'aboutissement du traitement. Parce que le geste chirurgical, si on reconstruit un clitoris, déjà, c'est pas simple. Ensuite, il y a des complications. Il peut s'enfouir dans un deuxième temps. C'est aussi une prise en charge psychologique, sexologique, rééducative. Voilà, c'est une unité multidisciplinaire qui prend en charge la mutilation génitale et pas seulement le chirurgien, médecin, gynécologue ou urologue. Hein, parce que les urologues aussi s'occupent des excisions et en particulier Pierre Foldès qui a fait toute sa carrière là-dessus. Quel est le pourcentage, la statistique de pouvoir retrouver une sexualité normale ? Ouais, une sexualité normale, recouvrer peut-être les orgasmes et puis une vie normale avec son appareil génital. La sexualité de la femme, c'est le désir, le désir, l'envie, l'orgasme et le bien-être. C'est 4 choses. Donc je pense qu'elles peuvent avoir une sexualité. C'est pas parce qu'on retire l'extrémité supérieure du clitoris que l'élément bulboclitoïdien est altéré. L'élément bulboclitoïdien, il existe sous le pubis. Donc elles peuvent quand même avoir une sexualité avec du plaisir, avec un contentement. Si l'on opère les infibulés, c'est-à-dire si ces femmes qui ont eu des sutures des petites lèvres, on arrive à désinfibuler et leur rendre une perméabilité vaginale correcte, elles peuvent avoir une sexualité pénétrative. Donc, c'est des femmes qui, une fois qu'elles sont opérées, une fois qu'elles sont prises en charge par le psychologue, la sage-femme, l'infirmière, le sexologue, elles peuvent... La rééducation, j'imagine. Oui, aussi, hein. et la rééducatrice, elles peuvent avoir une sexualité normale, claire. La stimulation clitoridienne, on
parlera tout à l'heure peut-être de l'intersexualité et de la transidentité, la simple stimulation clitoridienne, même si le clitoris est enfoui, même si le bouton clitoridien n'est pas apparent, peut procurer du plaisir jusqu'à l'orgasme. Il y a Alors, je ne sais pas, Serge, est-ce qu'on parle de ce groupe d'universitaires de divers pays occidentaux? Je pense que le professeur Deval va le balayer d'un revers de la main. Un groupe tennisman, ça va être un revers. Un groupe d'universitaires de divers pays occidentaux qui a publié en septembre une tribune dénonçant les dangers de la campagne actuelle contre les MGF, les mutilations génitales dont on vient de parler. Qu'en pensez-vous? Contre les... Mais oui. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut 200 millions en 2018, mais la fréquence n'a pas diminué. Dans notre pays, en Europe, en Occident, ces événements de la vie sont pénalement répréhensibles. Donc, on protège les femmes. Mais l'information, elle doit être au-delà de nos frontières. Au-delà. C'est-à-dire qu'en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, on doit leur donner cette information. Et c'est le rôle des politiques africains, moyen-orientaux, asiatiques, de faire en sorte, et ils sont d'accord, de faire en sorte que l'information soit donnée. Dans ce groupe universitaire, ils utilisent, puisqu'ils viennent de divers pays occidentaux, ils utilisent un argument relativiste expliquant que l'Occident tolère la circoncision ou le changement de sexe. Ils lui reprochent une vision racisée et ethno-concentrée. Ils considèrent qu'on a exagéré les complications, que ces femmes ont une vie normale. C'est la défense des mutilations au nom de l'inclusion. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Oui, j'étais sûr. Je suis pas d'accord du tout. Non, j'avais pas bien compris. La circoncision n'est pas une mutilation. La circoncision n'a aucun rapport avec la mutilation. La circoncision n'entraîne pas de désordre fonctionnel urinaire et n'entraîne pas de troubles de la sexualité dans les suites de la circoncision. La circoncision, c'est un événement thérapeutique que l'on offre aux enfants lorsqu'ils sont de confession juive, musulmane ou autre. La mutilation, c'est une altération induite par le geste chirurgical qui est souvent effectué simplement avec une lame de rasoir, dans des conditions septiques qui sont terribles. Il y a des jeunes femmes qui meurent de la mutilation, d'infection, d'hémorragie. On ne meurt pas d'une circoncision, et qui entraîne ensuite une altération de leur sexualité et des troubles fonctionnels divers. On n'a pas le droit de mutiler des patientes, ou on n'a pas le droit de mutiler des jeunes femmes entre 0 et 20 ans. Enfin, le papier parle d'une coutume et fait un espèce d'amalgame avec la circoncision. C'est délirant. Voilà. En France, c'est 60 000 femmes qui sont excisées chaque année, vous en parlez, lors d'un retour d'Afrique. Ouais, non, mais ça doit cesser, ça. Ouais. Non, mais ça doit absolument cesser. Ça, c'est le rôle de nos autorités de santé, de diffuser l'information, le rôle des femmes et des hommes politiques de tirer la sonnette d'alarme, le rôle des praticiens comme le chef de service de Saint-Denis qui le fait, et Sarah Abramovic à Montreuil, de donner cette information. Il faut qu'il y ait des campagnes d'information pour que tout ça cesse en Europe, en France en particulier. Allez, tout de suite, c'est la chronique du docteur Vladimir Mitz. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour Vladimir. Et vous nous dites un mot aujourd'hui des modifications du périnée que demandent les dames, le piercing, la modification des petites lèvres avec pour modèle le cinéma pornographique et maintenant également des grandes lèvres par injection de graisse. Et vous allez également insister sur l'hyménoplastie. Eh oui, les chirurgiens esthétiques sont concernés par ces pratiques chirurgicales d'une façon bizarre parce qu'en fait, beaucoup de gynécologues n'étaient pas très chaud pour faire ces interventions et en plus ces patientes posent des problèmes psychologiques pas simples et donc les consultations sont longues, c'est compliqué et les demandes sont extrêmement diverses et en fait la chirurgie reconstructrice et réparatrice a son mot à dire.
dans cette spécialité. En effet, si c'est assez simple pour un être humain ou un médecin de comprendre que si des petites lèvres féminines sont trop importantes, non seulement elles sont laides, mais elles peuvent gêner l'intromission, elles peuvent gêner ou frotter quand la femme fait du vélo, ce qui est un mode de transport actuellement très très usité. Donc il y a des demandes, je dirais, relativement fréquentes et qui sont assez banales, de diminution des petites lèvres féminines, et cela n'affecte pas le plaisir que ces femmes peuvent ressentir. Surtout si on est mesuré, on laisse quand même un petit peu une apparence de petites lèvres singulièrement réduite, mais quand même présente. Et là, ça va un petit peu en contrario avec les pratiques que demandent certaines jeunes filles, aux États-Unis notamment, qui, influencées par l'aspect sexuel des poupées Barbie, demandent à ce que leur entre-cuisse soit comme celui des poupées Barbie, c'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement plus des petites lèvres. Et donc ça, en France, on s'élève complètement contre ce genre de pratique, parce que là, on arrive presque à ce que disait monsieur le professeur Deval, à une mutilation. Le domaine des grandes lèvres féminines, c'est quelque chose qui est un petit peu plus singulier, parce que c'est vrai qu'avec le vieillissement, certaines femmes constatent que l'épaisseur de leurs grandes lèvres diminue, un peu comme la peau dorsale de la main se fripe et devient très mince. Et donc, il s'est avéré que petit à petit, une demande est apparue. Et cette demande, comme les chirurgiens esthétiques ont l'habitude de manier le gonflement des tissus, soit avec de l'acide hyaluronique, soit ce qu'on appelle le lipofilling, c'est-à-dire d'utiliser la graisse propre des patients pour augmenter un petit peu la pulposité des tissus, eh bien, il y a ces demandes qui sont faites. Et d'ailleurs, c'est une des petites parties spécifiques. Certains chirurgiens esthétiques dans nos congrès se réunissent ensemble parce qu'ils ont formé une sorte de sous-groupe de chirurgie esthétique à visée gynécologique. Maintenant, il y a un autre point qui alors pose un gros problème, qui est un problème presque déontologique et humain, c'est la demande qui est pratiquée par certaines femmes, essentiellement d'origine musulmane, mais pas seulement, de réfection de leur hymen. Et moi, ça m'était arrivé déjà il y a très longtemps. J'étais jeune chirurgien à l'hôpital de Gonesse, où il y avait une multiplicité raciale importante, avec à la fois des juifs où il fallait faire beaucoup de circoncisions, des musulmans où il fallait faire aussi des circoncisions, mais aussi parfois cette demande de réfection d'un hymen parce que certaines jeunes femmes avaient été violées et qu'elles nous disaient, étant musulmanes, il faut que je fasse la preuve que je suis vierge. Et c'était assez compliqué, et à l'époque, donc, il y a eu comme ça quelques demandes qui avaient été faites, et le chef de service, qui était un homme très habile, m'avait montré cette petite technique qui consiste en fait, qui est toute simple, à rassembler ce qui reste de l'hymen pour refaire en quelque sorte une paroi qui ensuite sera franchie par l'homme et qui va entraîner un petit saignement. Et le problème qui se pose, c'est est-ce que vraiment c'est justifié ou non de pratiquer ce type de chirurgie? Alors, il m'est arrivé par exemple une autre circonstance où une femme avait eu un rapport et son mari est décédé. Et donc, elle voulait se remarier. Mais pour se remarier, elle allait se remarier non pas en France, mais au bled. Et il lui fallait absolument être certaine qu'elle pouvait prouver qu'elle était vierge. En fait, ce que j'ai compris, c'est que probablement la famille s'en foutait complètement, mais qu'elle, psychologiquement, elle avait ce besoin. Elle avait ce besoin de refaire sa virginité, d'en attester à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir, en quelque sorte, ressentir et exister. Alors, je l'ai opérée, ça s'est très bien passé. Et le drame qui m'est arrivé, c'est que l'ayant fait une fois, évidemment, elle m'a adressé un certain nombre d'autres patientes. Et ce sont des opérations qu'il ne faut vraiment, je pense, très sincèrement ne pas pratiquer. Il faut expliquer aux femmes contemporaines que ce n'est pas nécessaire d'être totalement vierge, et d'autant plus que la virginité totale n'existe probablement pas. Mais je voulais avoir l'opinion de M. Deval, qui est quand même un maître dans notre profession. Quelle est son approche de ce problème de la réfection de l'hymen ? C'est une très très bonne communication que vous avez faite. Je suis totalement d'accord avec vous sur la chirurgie des grandes lèvres, c'est-à-dire le lipofilling et l'injection d'acide hyaluronique lorsque la peau est fripée, c'est la chirurgie cosmétique. Hein. Elle n'est pas l'apanage des chirurgiens plasticiens, hein. Elle est faite aussi par les chirurgiens gynécologues. Hein. Faut le savoir, hein. La chirurgie plastique empiète sur la chirurgie gynécologique. On a beaucoup d'amis chirurgiens plasticiens, mais il faut savoir que les chirurgiens gynécologues peuvent faire ces gestes-là. Bien sûr. Sur la nymphoplastie de réduction, vous avez tout à fait raison.
La nymphoplastie de réduction, c'est pas simplement un aspect cosmétique, esthétique, c'est une gêne. La patiente se plaint d'avoir des petites lèvres qui sont trop grandes. En Europe, en Occident, les patientes préfèrent avoir des lèvres plus courtes et qu'elles ne déplacent pas les grandes lèvres. C'est un geste qui est simple, qui est minutieux, qu'on peut faire, qui n'est pas contre-indiqué. Par contre, refaire l'hymen, ça pose un problème parce qu'il faut savoir que 20% des patientes, 20% des femmes, lorsqu'elles naissent, n'ont pas d'hymen. Et que le certificat de virginité qu'on leur réclame avant mariage ne doit pas être fait parce que le reliquat hyménéal, il existe toujours. Et je pense que sur les hyménéoplasties, c'est-à-dire la réfection de l'hymen, comme vous le décrivez si bien, qui était une des interventions de référence de Bernard Jean-Pagnel à l'Hôtel-Dieu, eh bien, on ne la fait plus. Moi, quand une femme vient me voir pour une hyménéoplastie, je lui explique qu'elle peut se marier avec un hymen qui a été altéré, si elle a eu des rapports sexuels pénétrants, et qu'il n'est pas nécessaire de lui imposer une anesthésie générale pour lui refaire l'hymen. Donc, je ne fais pas l'hyménéoplastie, je fais des nymphoplasties et je fais de la chirurgie cosmétique des grandes lèvres. Et puis de la chirurgie clitoridienne aussi. Merci Vladimir pour cette question. C'est déjà la dernière partie de cette émission. Alors on va parler à présent pour terminer, de la transidentité. C'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur et dont on parle peu. Professeur Bruno Deval, vous souhaitiez nous alerter car c'est un problème préoccupant sur lequel, je le disais dans l'introduction, la Haute Autorité de Santé a publié récemment ses premières recommandations. Recommandations chez l'adulte. Chez l'adulte, j'allais en parler parce que les dysphories de genre, c'était 9 000 en 2000, 22 500 en 2023. Il y a un consensus chez les adultes, pas chez les mineurs. Qu'est-ce que c'est déjà que la transidentité ? Dites-nous. La transidentité, c'est le développement du genre d'un individu qui ne se sent pas dans son genre et qui souffre dans son genre. Donc ce qu'on appelle la dysphorie de genre. C'est la dysphorie de genre. C'est-à-dire qu'un garçon, à l'âge de 7 ans, aura une appétence pour s'habiller en fille et fréquenter des filles et ne faire que des jeux de filles. Elle le fait, il le fait. Généralement en catimini, en l'absence de ses parents. Et puis assez rapidement, il va développer des troubles psychiatriques, un type d'anxiété, de dépression, d'automutilation parfois, de suicidabilité. 70% de ces enfants et de ces adolescents, s'ils ne sont pas traités, peuvent évoluer vers un passage à l'acte. Un passage à l'acte. Et c'est ce que les autorités de santé américaines n'ont pas du tout compris, puisque aux États-Unis, à partir de janvier 2025, ils ont interdit tout traitement médical pour ces adolescents qui souffrent de dysphorie de genre. Médical et psychologique ? Tout. Ce qui est un non-sens absolu. Plus de 25 États aux États-Unis ne peuvent plus traiter les jeunes patients et les familles qui souffrent, parce qu'il y a les parents également, qui accompagnent les enfants, ne peuvent plus traiter cette population parce que c'est interdit. Donc, si l'on résume un peu la situation de la dysphorie et de la transidentité, déjà le premier message, c'est qu'on leur foute la paix. Qu'on leur foute la paix. Parce que les transidentitaires souffrent d'être montrés du doigt par le débat idéologique, par le débat politique, par le débat d'intolérance qui règne parfois dans certaines populations, qu'on leur foute la paix. Ce sont des gens qui souffrent dans leur corps depuis leur plus jeune âge et qui décrivent des troubles psychiatriques, des troubles psychologiques, des troubles du comportement. 13% d'autisme sont liés à la transidentité et que ces troubles vont s'améliorer avec le traitement médical et ne vont pas s'aggraver avec le traitement chirurgical. Donc, nous, on a choisi le fait de constituer un groupe avec des psychologues, des sexologues, un sexologue, Patrick Papazian, des rééducatrices, Sandrine Gaillac, Charlotte Lagadou, donc Serge Effez, qui nous aide dans
dans notre prise en charge, des urologues, des plasticiens, Romain Bosque, Thierry Guillard, Sylvie Henriette Abraham. C'est des gens qui constituent un groupe. Les dossiers sont pris en charge. La première phase, c'est une première phase d'information où le sujet va participer à une hospitalisation de jour, où on va tout lui expliquer. Et la deuxième phase d'information, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire où on présente le dossier pour savoir si le sujet doit être opéré. Il y a 5 contre-indications à la chirurgie. La première contre-indication, c'est l'adolescence. On ne touche pas un enfant chirurgicalement, on ne touche pas un adolescent. On attend qu'il ait 18-19 ans. Deuxièmement, c'est le patient qui est HIV positif. 3 contre-indications. Troisièmement, c'est quand il a des troubles psychiatriques non équilibrés. Quatrièmement, lorsqu'il a un indice de masse corporelle supérieur à 35, lorsqu'il est obèse. Et cinquièmement, lorsqu'il est tabagique actif. C'est les 5 contre-indications. En dehors de ça, le sujet va suivre une phase d'information qui va durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, on le prendra en charge chirurgicalement. Quand vous disiez tout à l'heure, on leur fout la paix, en fait, vous disiez on leur fout la paix sur le plan chirurgical, mais il faut les mettre... Non, mais qu'on leur foute la paix, qu'on ne les montre pas du doigt. Mais vous les prenez... Mais on les prend en charge. En charge, bien sûr. Bien. Mais qu'on leur foute la paix, que la population, une certaine population... Ne soit pas stigmatisée. Exactement. Parce qu'ils en souffrent, vous comprenez ? C'est pas une tare d'être trans. C'est un état. C'est un état de fait. C'est une altération de l'image de soi. Ces gens-là ne se retrouvent pas dans leur corps. Donc, ils ont besoin d'être aidés. Et puis, c'est pas si fréquent que ça. C'est 0,5% de la population. C'est 150 000 patients et patientes en France. Et Bruno Deval, le retour d'expérience, alors sur les années, après, quand vous avez pratiqué un acte chirurgical après 18 ans, voilà, retour d'expérience pour des gens qui aujourd'hui ont 35, 40 ans, que vous avez de notre expérience, nous avons aucune des transitions. Aucune. C'est-à-dire que le sujet qui choisit de transitionner ne revient pas sur sa transition. Ça, c'est le premier point. Combien de sujets j'ai vu pleurer le jour de leur intervention? Combien? La majorité. C'est, dans mon expérience, qui m'occupe plutôt de joie, de soulagement. Les parents pleuraient. Faut voir ce que ces gens-là vivent, souffrent. Je fais de la chirurgie de reconstruction depuis plusieurs années. C'est le seul geste qui me conduit à penser qu'en les opérant, je peux leur sauver la vie. Eh ben, on restera sur ce message d'espoir. C'était une émission tout à fait complète. On a parlé en première partie du rôle important du périnée à ne pas négliger, avec cet impact immense sur la qualité de vie. Avec les petits exercices, il faudra réécouter le podcast que vous avez donné en première partie, professeur Bruno Deval. Et dans une deuxième partie, voilà, on a parlé de problèmes importants, douloureux et importants comme les mutilations et puis la transidentité. Merci d'être venu. C'est un plaisir de venir vous voir. Une nouvelle fois nous rendre visite sur Radio J. Merci le docteur Vladimir Mitz, merci docteur Serge Rafal et merci à Serge Surpin du côté de la réalisation. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.